Allez, ben on va démarrer. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. J'ai vu qu'il y avait des filles. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Salut. Eh bien, bienvenue au Centre national de rugby, la maison du rugby, pour cette première masterclass sur l'Observatoire du jeu. On est très heureux de vous accueillir pour parler rugby ce matin. Déjà, avant de commencer, des remerciements pour l'organisation, donc à toute la cellule d'accompagnement de la performance de la fédération, au travail d'Olivier Chaplin, qui a mis tout son cœur à l'organisation de cette matinée. Donc très rapidement, je me présente, Olivier Lièvremont, je suis directeur technique national de la Fédération française de rugby, tout nouvellement arrivé à la suite de Didier Rétière. À chaque fois que j'ai pris la parole pour la première fois devant un groupe, je l'ai fait, donc je le fais encore. Un petit clin d'œil à Didier et le remercier pour tout ce qu'il a mis en place à la fédération ces dernières années. Et ce matin, ça fait partie aussi de l'héritage qu'il laisse. Il l'a souvent dit, ce qui est important à la Fédération française de rugby, c'est de construire un projet sur la durée qui soit pas dépendant des hommes et des femmes qui passent, mais par contre que le projet reste. Voilà. Et donc, merci à lui. C'était important de faire un petit clin d'œil. Donc, je démarre en vous parlant tout simplement du projet de la fédération. Ça tombe bien, ça fait un lien avec ce que je voulais vous dire. Dans ce projet de la fédération, un des objectifs, un des axes majeurs, c'est d'unir les forces du rugby français, tous derrière un même projet. Un seul rugby pour unir tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a pas mal d'années, on le dit sans doute peut-être encore, mais en tout cas, moi, je l'entends moins qu'avant. On parlait souvent des autres nations comme étant des exemples. On parlait, évidemment, on en parle toujours, c'est pas le sujet, mais on parlait souvent de la Nouvelle-Zélande en disant c'est quand même magique ce qu'ils font, c'est incroyable. Il faudrait qu'on puisse les copier, qu'on puisse imiter ce qu'ils mettent en place, etc. Et le challenge qu'on s'est lancé, c'était pas de les copier, ou en tout cas on les a copiés au départ, c'était une phase nécessaire. Et il faut qu'on continue évidemment de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, sur la planète rugby. Mais là, c'était vraiment d'essayer de bâtir notre projet et de se dire comment on peut faire pour que les forces du rugby français poussent toutes dans le même sens. Que ce soit les clubs de village, que ce soit les clubs professionnels. Comment on fait pour construire une vision commune ? Donc on est parti un petit peu de ça, et l'idée c'était de construire notre rugby, notre formation, avec l'objectif de construire la meilleure formation du monde. Encore une fois, on ne peut pas là se dire oui, on a la meilleure formation du monde, mais on a quelques pistes quand même, on a quelques résultats ces dernières années qui nous montrent que cet effort-là, il commence à payer. Avec des titres chez les moins de 20 ans, des sportifs qui émergent au plus haut niveau. Et aussi, au niveau du développement du rugby, des discours qui commencent à ruisseler un peu partout sur le rugby français. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Je suis pas sûr qu'on soit arrivé évidemment au bout, puisque c'est un éternel recommencement. Quand on s'arrête de faire ça, on le paye après. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer. Et dans tout ça, il y a évidemment une notion de partage qui est hyper importante. Partage avec les clubs, partage entre les clubs et la fédération. Et pour construire ce projet global, ce projet bleu, il a fallu un moment se poser la question de comment on diffuse, comment justement on met du lien entre les différents acteurs du rugby. Et ça, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas forcément évident au départ, parce que on a tous chacun nos intérêts particuliers dans nos clubs ou à la fédération. Pendant longtemps, on disait c'était oui, il y a ce qui se fait dans les clubs, il y a ce qui se fait à la fédération. Et encore, chacun des clubs disait « moi, j'ai la solution ou j'ai la vérité sur le rugby ». Et cette réflexion, elle a été hyper importante. Dites-vous que même au sein des staffs des équipes de France, on n'arrivait pas à se mettre d'accord par le passé sur un projet commun. Et donc, là, je fais la transition avec cet observatoire du jeu. Ça a été hyper important à un moment de se poser et de chercher à objectiver, de chercher à montrer des éléments tangibles qui nous permettaient de savoir d'où on partait, donc connaître notre histoire réellement, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui avait évolué chez nous, et de partir de ça pour ensuite construire notre projet. Donc c'est
évidemment le fruit d'un travail collectif. Il n'y a pas que l'Observatoire du jeu qui a fait que, mais par contre, ça a été quand même un point de départ important. Alors, je vous parle rapidement de cet Observatoire du jeu. Il y a Vincent Kricher qui est à côté de moi qui va aussi vous en dire deux mots. Mais c'est important de comprendre la démarche. Je vous l'ai dit, cherchez à objectiver. Donc cet observatoire du jeu, il y a des entraîneurs dans la salle qui ont été impliqués au sein de ce collectif. C'était vraiment de reprendre toutes les images et d'analyser avec les méthodes modernes les matchs d'avant. Donc on a repris des matchs des années 79, on est remonté, donc on a analysé ces matchs-là. Donc c'était sympa de voir avec les méthodes modernes ce que ça pouvait donner et d'essayer de comprendre ce qu'on disait du rugby français aujourd'hui. La prise d'initiative, l'essai du bout du monde, le jeu à la française, la balle à l'aile, etc. Donc toutes les conceptions. Ouais, mais nous, c'est du jeu qu'on veut. Il faut du jeu en France, etc. Mais c'est quoi en fait? Il faut du jeu. Et on a essayé de chercher à comprendre. Et donc juste pour vous donner quelques éléments, je vais essayer d'aller vite pour pas prendre trop de temps sur la matinée parce qu'il va y avoir des présentations riches ce matin. C'était de se dire, en fait, oui, il y a l'essai du bout du monde. Mais en même temps, on est une des nations qui a été exclue du 5 nations historiquement parce que on était considéré comme trop violent, trop viril. Donc, une forme très combat, mais aussi l'essai du bout du monde. Et en même temps, on a observé, je vous donne quelques indicateurs, Vincent en parlera mieux que moi, que on était incapable de lancer le jeu correctement, disons, voilà, efficacement, dans la zone des 20, 30 mètres. Donc, en plus des difficultés par rapport à d'autres nations à marquer de cette zone-là, c'est-à-dire à tenir le ballon, à faire des choses un peu simples et bien dans ces zones-là. Par contre, on était capable de marquer un essai de 100 mètres. Donc vous voyez le paradoxe que ça peut amener. Et donc là, je le fais de manière très simple, mais toute cette réflexion, elle a emmené aussi à construire une réflexion sur le projet, etc. Donc on est parti de cet observatoire du jeu, on est parti de cette culture, de cette histoire, pour progressivement construire notre projet. Il a fallu mettre les gens autour de la table et écrire un projet bleu, partager et évidemment continuer de le faire parce que c'est tous les jours qu'on se pose ces questions. 3 objectifs à ça. Le premier, je vous l'ai dit, c'est qu'est-ce qui est constant dans l'histoire du rugby aussi, parce que nous, notre objectif, c'est de voir un peu les constances, de voir ce qui change, mais aussi ce qui change dans c'est quoi les modes du moment. Et là, peut-être que vous en parlerez un peu dans vos interventions, mais il y a des modes à certains moments du rugby qui sont cycliques, qui reviennent, qui disparaissent. Et donc ça, c'est intéressant aussi de se poser la question, tiens, ça c'est nouveau. Mais en fait, non, c'est pas nouveau, parce que dans l'observatoire du jeu, on a la base de données globale, mais en fait, il y a eu ça il y a 10 ans, il y a eu ça il y a 20 ans. Mais là, ça ressort. Pourquoi ? Donc il y a toutes ces réflexions-là, et aussi qu'est-ce qui peut être aussi nouveau, même si honnêtement on a du mal à trouver des choses très nouvelles, parce qu'on voit que c'est quand même très cyclique et que ça revient en permanence. Voilà. Donc quand même construire l'innovation, essayer de se poser la question de c'est quoi le rugby de demain. Du coup, j'en profite dans cette transition pour remercier tous les intervenants aussi, quelque part de se mettre à nu devant vous, de présenter leurs travaux. Je sais qu'il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait avant la présentation de ce matin. Donc merci à Jérôme, Thomas, Laurent, David, JB, Nico, Vincent, d'avoir bossé en amont, puis de présenter ce matin devant toute cette assemblée. Voilà. Donc sans transition, je donne la parole à Vincent Kricher, en tant que responsable de l'analyse de performance de la Fédération française de rugby. Bonne matinée à tout le monde. Bonjour à tous. C'est dur de passer derrière Olivier parce qu'il parle bien. Donc on va faire déjà un premier point sur le programme de la matinée. Moi, mon intervention va être assez rapide puisque vous voyez la matinée est assez dense avec 3 grandes interventions, celle du 15 de France. Derrière, on aura une intervention du 15 de France féminin, puis des équipes de France à 7. À chaque fois, en fait, chaque intervention, on aura en gros 45 minutes de présentation des staffs. J'entends staff, ils seront composés à chaque fois d'entraîneurs et d'analyse de performance. Puis, on aura un quart d'heure à peu près maximum de questions. Voilà. Donc, pour lancer le 15 de France, tout d'abord, et en continuité du discours d'Olivier, une petite
des petites statistiques sur le French Flair. En fait, le French Flair, c'était la première analyse qu'on a fait à la fédération dans le cadre de l'observatoire du jeu. L'objectif, c'était de voir les points communs qu'il pouvait y avoir dans le jeu à partir de matchs qu'on a analysés, comme il l'a dit, dans les années l'année 79. Donc c'est vrai que bon, le rugby a quand même évolué. Je crois qu'en 87, les temps de jeu effectifs étaient à peu près de 23 minutes et une quarantaine de passes. Donc le jeu a quand même évolué. Les qualités évidemment athlétiques de nos joueurs aussi. Les grandes statistiques qui ressortaient, la première, c'était en fait par rapport aux autres, sur les grandes victoires de l'équipe de France, c'est qu'on marquait beaucoup sur turnover ou changement de statut. Il y a à peu près 45% des essais qui sont marqués par la France sur ces phases-là. C'est différent des autres nations, vous le savez, des anglo-saxons, et c'est même plus que nos amis néo-zélandais. L'autre petit point aussi qui fait une des particularités du jeu à la française, c'était le nombre de temps de jeu pour marquer. On est à quasiment 80% des essais qui sont marqués sur les 2 premiers temps de jeu. Donc déjà, ce qui ressortait en fait sur tous ces matchs qu'on a analysés de 79 jusqu'à aujourd'hui, c'est que on marque beaucoup sur des phases de désordre et aussi assez rapidement avec des joueurs qui sont très bons sur les 1 contre 1, qui arrivent beaucoup à casser de plaquage. Comme on l'a dit et vous l'entendez, et je pense que vous le lisez aussi beaucoup dans la presse depuis longtemps, on est aussi l'équipe qui franchit le plus. Et ça, c'est pas que valable sur le 15 de France, et je crois que toutes nos équipes de France, depuis la nuit des temps, franchissent plus que les autres nations. L'autre grosse statistique qui nous différencie énormément des autres nations, c'est la zone de terrain où on marque. En fait, on marque à peu près, depuis donc ces années, c'était 54% des essais à partir de notre camp. Ça nous différencie radicalement des autres nations, puisque même les Néo-Zélandais sont pas sur des statistiques comme ça. C'est-à-dire que culturellement aussi, on est une équipe qui amorce des choses depuis en fait notre ligne d'en-but. Donc on est capable, d'où l'essai du bout du monde, des essais de 100 mètres, des fulgurances, hein, si on peut les appeler comme ça, qui fait qu'on est une équipe, entre guillemets, qui est exceptionnelle. D'autres petites stats aussi par rapport aux croyances qu'on a sur l'équipe de France. On est une équipe, en fait, qui a, dans les rencontres, vous le voyez sur ces statistiques ici, sur la possession, qui a relativement peu la balle, enfin, ou souvent beaucoup moins que l'adversaire. Alors c'est vrai que il y a des statistiques qui sont très basses, hein. Je pense que vous avez tous en mémoire le match France-Nouvelle-Zélande de 2007, où on est à peu près à 35% de possession de ballon. Mais bon, mais où il y a une victoire derrière. Je crois que c'est encore le cas, et ce sera précisé sur ces dernières années par Laurent et Nicolas lors de leur intervention sur les statistiques de possession de l'équipe de France et lors de leur dernière victoire. Une autre croyance aussi, c'est que de tout temps, on a été une équipe qui a beaucoup joué au pied. En tout cas, dans nos grandes victoires, puisque vous voyez que en 79, quand même, qu'au des fois on se plaint qu'il y a trop de jeux au pied, l'équipe de France a tapé 49 fois dans le ballon. Donc statistique qui est même aujourd'hui incroyable. Voilà. Donc en fait, depuis, vous voyez sur donc le tableau de droite,
sur Nouvelle-Zélande 2007, quand je parlais qu'on avait 35% de possession de ballon, on se rend compte aussi qu'il y a à peu près une quarantaine de jeux au pied. Alors pareil, ça, ils vous préciseront sur les formes de jeux au pied, puisque on se rend compte, et ça a été là aussi à des moments culturellement difficiles pour nous, on a toujours pensé que le jeu au pied était un acte de jeu défensif, ou peut-être on peut le retraduire dans quand je sais plus quoi faire, je tape au pied. Bon, on se rendra compte, et puis le projet du 15 de France nous renseignera, et des autres équipes aussi, enfin tout du moins du 15 féminin, nous renseignera sur ce type de jeu au pied et ces constructions de jeu au pied qui sont loin en fait d'être un acte seulement défensif. Oui, elles ont été inverties. Donc voilà, c'est les statistiques que je vous ai présentées au début, avec les zones de terrain, vous voyez, avec les actions amorcées de loin. Voilà, maintenant je vais donner la parole, et puis on va commencer cette masterclass par l'intervention de Laurent et Nicolas. Donc Nicolas qui est responsable, lui, de l'analyse de performance du 15 de France, donc qui a une cellule composée ils sont 3 analystes aujourd'hui, et un data scientist. Donc un data scientist, maintenant, c'est quelqu'un qui emmagasine les statistiques et les grandes données, puisque aujourd'hui on travaille aussi beaucoup avec des fournisseurs de données, style Stat, Opta et celles que vous voyez aussi dans la presse. Donc c'est des gens qui digèrent toutes ces statistiques pour les entraîneurs et pour les analystes. Une cellule aussi qui est composée, évidemment, si on doit reprendre toute la performance, d'un sport scientist aussi, de façon française, on peut l'appeler, qui traite les données GPS. Donc vous allez vous rendre compte que c'est énormément d'informations que Nicolas a digérées pour son staff, pour de toute façon rendre le message c'est ça qui est paradoxal, le plus clair et le plus simplement possible. Voilà. Et puis Laurent, si je dois le présenter, même si je pense que vous le connaissez tous, qui est passé par Montauban, Castres, champion de France. Et puis plus récemment, tous les deux ont gagné le Grand Chelem, vous le savez bien, avec l'équipe de France. Donc je vais leur laisser la parole à tous les deux. Bonjour, merci d'être là, déjà. L'effort que vous avez fait, parce que je sais que c'est difficile, surtout pour vous. Hein. Vous êtes de vrais passionnés, vous donnez beaucoup de temps. Et venir un samedi ici à Marcoussis, en dehors de votre job habituel ou de vos équipes que vous occupez. Donc, merci pour ça. En transition, donc du coup, effectivement... La question du jour que l'on avait à répondre, c'est celle-ci. Est-ce que effectivement on s'entraîne comme on joue, d'accord? Et à l'intérieur de cet entraînement, c'est la place que l'on donne au jeu de transition. Le jeu de transition que l'on a évoqué, nous on considère que c'est le jeu à la française, c'est-à-dire celui qui nous va le mieux, c'est-à-dire quand le jeu est déstructuré, d'accord? Donc pour faire ça, en fait, on est parti, nous, avec le 15 de France, à réfléchir, comme l'a dit Olivier au départ, quel était le jeu qui nous correspondait le plus, et surtout adapté au rugby international, d'accord? Puisque chaque fois, on doit tenir compte, bien sûr, de l'effectif des joueurs que l'on a, mais aussi du niveau auquel on joue, de nos adversaires, bien sûr, que l'on aura, de l'arbitrage aussi. Il y a différents éléments qui sont différents suivant où on évolue. Donc du coup, quel jeu? Donc partant de là, quels entraînements? Bien sûr, comment on allait préparer ce jeu-là et ces matchs? Et quels principes à l'intérieur on allait mettre? Des principes fermés sur des situations où là on est obligé d'organiser les choses, sachant que on est des Latins, on est des Gaulois, on n'est pas des joueurs de système, on est des joueurs plutôt
effectivement, comme on l'a dit, d'instinct, de prise d'initiative. Donc à des moments, on doit laisser cette possibilité, mais à des moments, on doit aussi structurer les choses pour éviter de se mettre sous pression. Donc du coup, ce constat donc, que l'on a fait avant que l'on arrive, bien sûr, et sans porter, bien sûr, jugement sur ce qui a été fait avant, mais de ce qu'on observait, de ce qu'on entendait, de ce qu'on a regardé. On a épluché, bien sûr, les matchs, etc. Comme je l'ai dit, ce qui nous a intéressé, c'est de travailler, bien sûr, autour de trois domaines essentiels. Bien sûr, l'attaque, ça fait partie, historiquement, en France, du beau jeu, on veut jouer, tout le monde veut jouer. La défense, surtout. La défense, on le voit aujourd'hui arriver. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'entraîneur de défense en France. Et aujourd'hui, il y a des entraîneurs de la défense partout. Et on voit que c'est le domaine qui a le plus progressé, donc qui forcément pose le plus de problèmes à l'attaque. Donc du coup, il faut arriver tout le temps à avoir une bonne balance, un bon équilibre entre la répartition dans ton entraînement, entre l'attaque, la défense et surtout le jeu au pied. Parce que, effectivement, comme ça a été abordé, c'est un domaine, le jeu au pied, où en France, on a un problème avec ça. Mais dans la formation chez les jeunes, à des endroits, on interdit même le jeu au pied. Et à un moment, ça pose un problème parce qu'on arrive à jouer au pied que quand c'est l'adversaire qui nous l'impose et pas quand nous, on le décide. Et donc, ça change, bien sûr, fondamentalement l'efficacité du jeu au pied, mais aussi ce qu'on peut rechercher derrière. Le jeu au pied, c'est pas simplement se débarrasser du ballon et comme ça, on est tranquille. Voilà. Et tout ça, comme cela a été dit, pour nous, c'était important de le mettre au service de l'ADN, de notre ADN. Voilà. Le French Flair, comme cela a été dit. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéressait, c'était comment créer ça sur le terrain et comment, bien sûr, le travailler. Donc, en fait, voilà, bon, des stats qui ont été déjà donnés tout à l'heure, les stats que nous, on avait analysés par rapport à nos adversaires, parce qu'on peut se rendre compte, donc, bon, les essais, bien sûr, marqués, les fautes, on avait quand même bien... Même avant 2019, on avait bien régulé. On était devenu une équipe quand même disciplinée. Donc ça, c'était bien sûr important aussi. Les franchissements, dans les franchissements là, sont les nôtres. On voit que même avant 2019 aussi, en moyenne, il y avait quand même plus de franchissements. On a toujours été une équipe qui franchissait, plus que les nations adverses. Là où il a fallu réguler un peu, c'était les ballons perdus. Où par contre, souvent aussi... on perdait des ballons et on se mettait en difficulté. Donc il a fallu aussi travailler là-dessus. La possession, vous l'avez vu, on ne fait pas la course à la possession, surtout aujourd'hui avec le travail défensif qui est fait, etc. Donc on s'aperçoit qu'on laisse beaucoup d'énergie à vouloir garder le ballon, en tout cas à notre niveau. Et on en dépense beaucoup moins en défendant. Donc, mais moins de joueurs, bien sûr, dans les cellules. On peut se replacer, alors qu'offensivement, il faut avoir tout le temps au moins 3 joueurs pour conserver les ballons. Donc, sur une durée de match, au niveau où on joue, c'est très compliqué. Le jeu au pied, donc là, voilà. Donc, on a aussi rectifié la donne sur le jeu au pied. On était une équipe, on se servait du pied uniquement pour sortir de notre camp dans des situations, des fois où on avait essayé de sortir à la main, on ne pouvait plus, et donc on faisait du jeu au pied. On avait nos avants qui étaient asphyxiés, on avait qu'un mec qui montait, et donc souvent on se faisait punir derrière. Et les passes, pareil, donc vous l'avez vu, le nombre de passes où on a vraiment diminué par rapport à notre forme de jeu et par rapport justement à ne pas courir derrière la possession. Et les offloads, bien sûr, ça c'est quelque chose de vraiment spécifique pour nous. On est la nation, bien sûr, qui en faisait le plus avec les Néo-Zélandais. Donc ça, on est parti, bon ça ce sont des stats chiffrés qui nous ont aidés, bien sûr, à démarrer, mais ce qui nous intéressait surtout, c'était la qualité de nos joueurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les joueurs que l'on avait. Donc derrière, après, bon ça c'est les origines, le dernier tournoi, pour appuyer sur ce qui a été dit aussi, on s'aperçoit que là où on est très bon, c'est les attaques éclairs, on va dire, à partir des lancements. On est capable de créer des animations avec la qualité de nos joueurs et la vitesse ou les appuis, etc. À partir de notre mêlée, on a toujours une mêlée historiquement forte en France, mais les années passées, souvent, derrière la mêlée, il ne se passait rien. Soit on récupérait des pénalités, mais soit on sortait le ballon, mais il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est différent. La touche est devenue
avec le travail de Karim, quelque chose de très très fort chez nous au niveau international, d'avoir nos ballons, de perturber aussi les adversaires. Donc à partir de touche, on arrive vraiment à créer des choses très intéressantes. Donc sur ça, on est très très bon. Et ensuite, là où on excelle, bien sûr, ce qui a été dit, c'est dans tout ce qui est turnover, contre-attaque, relance, etc., où là, on a des joueurs que peu de nations ont et de tout temps. Et là, on est capable, dans un jeu déstructuré, sans tenir compte, bien sûr, des systèmes qu'on met en place, juste avec ce que nous propose la défense et la qualité de nos joueurs, de punir les adversaires sur ces ballons-là. Voilà, donc c'est autour de ça que l'on travaille essentiellement. Voilà, donc notre méthode de l'entraînement, donc ce qui va vous intéresser, on est parti bien sûr on appelle ça le temps qui est compté, parce qu'en sélection, vous le savez, on n'a pas beaucoup de temps. Mais en club, à l'inverse, on pense qu'on en a beaucoup et souvent on fait des choses qui ne servent pas forcément pour le match non plus. Donc le temps, c'est quelque chose qui doit être bien sûr essentiel et bien réparti. Voilà. Donc comment on l'utilise? Donc vous allez voir après nous sur notre planning, on a des périodes où même quand on est en réunion en salle, pour nous c'est un entraînement. Donc on formate nos joueurs avec toutes les réunions que l'on fait, qu'elles soient collectives, de ligne ou de leader. Une réunion, un meeting, ça équivaut à un entraînement. Voilà. On ne doit pas sortir de là en ayant perdu un quart d'heure ou 20 minutes ou 25 minutes. Et on ne peut pas non plus passer 2h30 sur le terrain à tout voir. D'accord ? Ensuite, après, nous, on est parti sur le travail de la périodisation tactique. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que nous, il faut absolument qu'on s'entraîne comme on va jouer. Voilà. Donc, c'est-à-dire que toutes les situations qu'on a évoquées, qu'elles soient des lancements, qu'elles soient des coups d'envoi, on sait, donc Nico va vous l'exposer après, on sait sur nos adversaires que l'on joue, au niveau où on joue, combien on va avoir de touches, combien on va avoir de mêlées, dans quelle zone, puisqu'on sait les équipes comment elles jouent, lesquelles vont nous essayer de nous amener dans notre camp, celles qui jouent pratiquement pas au pied, celles qui cherchent pas des touches. Les fautes de main à notre niveau, il y en a très peu, donc on sait qu'à partir de mêlée, il y a très peu de lancements. Par contre, on sait à notre niveau que pour un lancement, il y a 5 jeux de transition dans le match. Voilà. Donc on comprend tous ce qu'il faut travailler. Donc ça, pour nous, c'est autour de ça. Donc tous nos entraînements, on sait la durée qu'ils ont, on sait à quoi ils correspondent par rapport à un match. Donc il faut qu'on retrouve exactement au pourcentage ce qu'on va avoir de mêlée, de touches, de jeux de transition, de coups d'envoi, etc. Voilà. Donc la méthode que l'on a aussi, c'est qu'on ne s'entraîne pas en silo. Quand on dit en silo, c'est-à-dire que nous, on ne fait jamais de séparer les 3/4, 30 minutes d'un côté, les avant 30 minutes ou 45, ça n'existe pas. Voilà, parce que ça n'arrive pas en match. Il ne se passe jamais un match où les avants ils jouent d'un côté pendant 40 minutes et les 3/4 de l'autre. Donc ça, pareil, toute cette partie analytique, elle est faite en clarté, qu'on appelle. Donc ils répètent des touches, nous on répète des lancements, mais en marchant, dans des moments autour de la muscu, autour des périodes que l'on a de récupération d'après-match, des lendemains de match, J+2. Voilà, ce sont tous ces entraînements qui sont analytiques pour nous, qui sont en marchant, où c'est là qui est fait la plupart du séparé. Quand on rentre dans l'entraînement, on va séparer 10 minutes maximum, mais ça va être même pour les avants toujours en mouvement. Voilà, ils vont pas rester 10 minutes au même endroit, dans l'embut, sans bouger. Voilà. Donc ça, c'est notre méthode d'entraînement où il n'y a pas d'entraînement en silo. Et comme je l'ai dit, bien sûr, on retrouve la performance dans le rugby, c'est-à-dire que tous les attendus physiques, on doit les trouver dans l'entraînement. Voilà. On ne fait pas de séance de physique en courant de plot à plot. Si le directeur de la performance a besoin que les joueurs, dans l'entraînement, trouvent 3 fois leur vitesse max en course, on va faire des coups d'envoi, on va faire des renvois, on va faire des situations, on va partir d'une sortie de camp avec un jeu au pied long dans le terrain. Mais il faut qu'on trouve les attendus physiques dans le rugby, voilà, tout le temps. Les accélérations, les vitesses, les mètres minutes, etc. Il faut qu'elles soient dans le rugby. Donc c'est à nous à créer les entraînements pour que tout soit là-dedans. Et notre méthode à 42 joueurs, que vous avez aussi beaucoup entendu, parce que bien sûr pour nous, pour travailler comme on le veut, vraiment ce qu'on va retrouver en match, il faut tout le temps qu'on ait 15 contre 15 des joueurs au poste. Voilà. On ne veut pas avoir un pilier au centre, un talonneur à l'aile, le préparateur physique à l'aile, le kiné, etc.
Donc nous, à 42, c'est pour ça que c'est essentiel pour nous de s'entraîner comme on joue. Donc voilà, donc ça c'est le planning par exemple d'une semaine. Bon, là il y a beaucoup de choses, mais ce qu'on va cercler, c'est surtout les réunions, comme j'ai dit. Donc on va passer vite, mais pour nous, le temps analytique, donc que ce soit sur le terrain en marchant ou en réunion, pour nous, les joueurs savent que chaque fois qu'il y a réunion, ils ont un carnet, ils ont un bloc qu'on leur remet avant chaque compétition, et chaque réunion, c'est un entraînement. Voilà, donc on co-construit avec eux, on les fait participer, on les échange, etc. On a une réunion pour eux qui est très importante, c'est le jeudi soir. Le jeudi soir, c'est présentation de l'adversaire, c'est-à-dire que chaque joueur vient devant tout le monde et présente son vis-à-vis. Son parcours, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a un parcours, le mec il a mangé des cailloux avant de jouer au rugby, et le mec on sait que lui il est dur, le mec qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, et bien quand ça va être dur, peut-être qu'il sera moins dur. Voilà, donc tout cela, il faut que les joueurs travaillent vraiment sur connaître et rentrer dans la tête de leur adversaire. Voilà. Donc tout ça, toutes ces réunions pour nous font partie de ce qu'on va faire pour le match. Donc après, un planning simplifié, ça ressemble à ça. Donc vous voyez qu'il y a 2 cases rouges qui sont nos entraînements. On a uniquement 2 entraînements dans la semaine. Tout le reste, c'est du travail, donc soit en réunion, comme j'ai dit, soit en marchant, en clarté. Voilà. Donc c'est là où, pareil, quand on a une clarté, on reprécise tout, on explique pourquoi on fait ça, pourquoi tu dois aller là, pourquoi on doit faire ça, etc. Et par contre, après, quand on va s'entraîner, là, c'est pleine vitesse, toujours avec intensité, toujours en pleine vitesse. Et là, bien sûr, c'est interdit de se tromper parce qu'on l'a vu, revu, discuté, échangé. Donc on quantifie bien sûr le temps en réunion, puisqu'on sait que ça prend du temps. Souvent, on entend dire, bien sûr, on fait beaucoup de réunions. Nous, on fait beaucoup de réunions et on essaie, bien sûr, on a des objectifs pour baisser ça, puisque maintenant, depuis 2 ans et demi, avec le groupe qui bouge très peu, notamment l'ossature, donc on fait que répéter et ancrer ce que l'on a déjà vu. Donc on a beaucoup moins de choses à leur donner. Voilà, donc on réfléchit tout le temps à combien on a passé dans la journée de temps en réunion, combien de slides nouvelles on leur a donné, etc. Donc combien ça représente par jour, par semaine, etc. sur la compétition. Et l'objectif, bien sûr, est de baisser, parce qu'à la fin de la compétition, ça fait un bouquin. Donc même si ils sont en capacité quand même de l'ingurgiter, mais il faut qu'ils passent du club à la sélection en très peu de temps, et bien sûr qu'il aura des questions pour nous qui se mélangent. Voilà, je vais passer le relais à Nico qui va vous expliquer la partie analyse avant que je reprenne la main pour rentrer un peu plus de détails du rugby, notamment de l'attaque. Merci. Merci Laurent. Ouais, donc on fait une parenthèse un peu sur la cellule d'analyse de perf. Bon, Vincent a présenté donc 3 analystes, un data scientist, un sport scientist qui travaillent avec nous. Bon, Laurent l'a dit, vous avez compris qu'on essaie de tout quantifier, de vérifier les volumétries et de les optimiser. Je fais juste une parenthèse sur Jérémy, qui est le data scientist. C'est un peu un métier nouveau qui a été impulsé enfin, c'est un pur produit de la DTN, en fait. Jérémy, c'est quelqu'un qui est arrivé dans les équipes de Julien Pisson et Vincent il y a déjà quelques années, et qui, en fait, maintenant travaille avec nous sur chaque rassemblement. Là, on est carrément dans de l'ingénierie. C'est un ingénieur en analyse de données, c'est très clair. Et pourquoi on a des gens maintenant comme ça qui nous accompagnent? Parce qu'en fait, qu'on parle de rugby ou qu'on soit dans n'importe quel autre milieu, l'automobile ou ce que vous voulez, aujourd'hui tout le monde est capable d'avoir une quantité de données énorme. Par contre, être capable de la traiter, on appelle ça raffiner la donnée, la synthétiser, être capable de sortir les informations qui sont pertinentes, etc. Le challenge, il est là en fait. Et aujourd'hui, un seul analyste, on n'est plus en capacité. On a besoin de se faire aider par des gens qui sont carrément des ingénieurs et des spécialistes de ces métiers-là. C'est pour ça. Ça me permet un peu d'introduire pour vous dire que, en fait, je vous parle de notre méthode de travail. Vous avez vu, Laurent vous a montré l'agenda analytique, donc notre semaine vue sur le parti cerveau analytique, puisqu'on travaille sur les 3 cerveaux, il en parlera après. La partie, c'est une méthode un peu entreprise, la partie scan, focus, act. Donc la partie scan, c'est le moment de la semaine, en gros c'est dimanche, la journée du lundi, c'est le moment où en fait on essaie de prendre
en considération tout le champ des possibles, toute la quantité d'informations qu'on peut récupérer, tout ce qu'on peut trouver comme, on appelle ça dans des data, tout ce qu'on peut trouver comme data sur notre futur adversaire, etc. On essaye de tout ratisser, de ratisser le plus large possible. Et après, à partir du mardi, on passe sur la partie focus. C'est le moment où, vous l'avez vu sur l'agenda, j'y reviens vite fait, le mardi, vous avez une période qui s'appelle cadre de jeu. C'est la réunion un peu clé de la semaine. C'est le moment en fait où on divise par groupe les joueurs. On a 3 groupes, donc conquête, attaque et défense. Il y a un peu le jeu au pied aussi, tu l'as avec toi, dans l'attaque. Et en fait, cette réunion cadre de jeu, c'est en gros 45 minutes de travaux de groupe, où c'est là que les choix se font en fait. Les joueurs ont travaillé de leur côté, les 3 quarts ont préparé lancement, tout ce qui se passe dans le jeu courant, etc. Et en fait, cette réunion, c'est un peu la clé, c'est le moment de bascule où on fait tous les choix stratégiques pour le week-end à venir. Et c'est pour ça que derrière, vous avez les 2 entraînements qui sont les cases rouges que vous avez vues. Donc ça, c'est la partie focus. Et après, bien sûr, on passe au moment où on entre sur le terrain et tout ce qui nous amène vers la compétition, qui est la partie acte, en toute logique. Donc je vais rester juste sur mon cas un peu sur la partie scan et focus. Vous dire qu'en plus donc de toutes ces personnes qui sont à plein temps dans le staff, on s'est fait aider, assister par une société, un prestataire en fait, qui nous a construit une base de données donc qu'on a en ligne et qui nous permet en fait de consulter. Imaginez, on dit bon, on travaille sur les 4-5 derniers matchs de notre futur adversaire, mais en fait on pourrait aller beaucoup plus loin et creuser beaucoup plus en historique. Sauf que ça serait impossible au niveau de la quantité d'images, du temps imparti pour travailler, etc. Donc en fait, nous on part de la donnée. Par contre, on part sur une quantité énorme de données et en fait, on s'est fait construire une base. Je vous ai fait des captures écran parce que sinon, il y en a pour 1 heure de se balader dedans. En fait, c'est une interface web sur laquelle on choisit le thème, donc voilà. Et après, on rentre sur un espace. Pardon, je suis allé trop vite. On rentre sur un espace. En fait, si on a envie de travailler sur la touche, la mêlée, etc. Mais si, par exemple, on veut travailler sur la touche, on peut retrouver les 500 ou 600 dernières touches de l'Afrique du Sud avant de les jouer. En fait, ça serait trop, c'est indigeste pour tout le monde, mais ça nous permet de dégager des tendances. Et en fait, la clé à l'intérieur de ça, c'est qu'on a des requêteurs qui nous permettent justement de trier les infos et de chercher ce qui est pertinent. Je vais détailler un petit peu plus tard. Laurent a commencé à en parler. L'important dans le staff, il a dit on ne travaille pas en silo. Ben, c'est la même chose pour le staff. L'analyse de perf, on ne travaille pas dans notre coin, etc. On essaye d'être relié avec la cellule de perf, donc toute l'équipe de Thibaut Giroud, pour essayer de préparer au mieux nos séances de la semaine. Pourquoi ? Parce que Laurent vous en a parlé, il a dit que le but c'était d'arriver à être dans le prédictif. On travaille beaucoup là-dessus, arriver à savoir qu'est-ce qu'on va vivre ce week-end, et, enfin, sur le match à venir, et essayer pendant qu'on est sur nos séances d'entraînement de vivre le plus possible tout ce à quoi on va être confronté durant le match. Donc en fait ça nous permet de faire ça. En gros, notre construction de séance, on reçoit la première information, c'est ça, les premières infos qu'on reçoit de la cellule perf, c'est pour la séance, une séance ball in play donc du mercredi. Ce qui vous intéresse, en gros, c'est ce que vous avez en haut à gauche, c'est le nombre de séquences sur l'entraînement. Donc voilà, 1 minute de travail, 2 minutes de repos, etc. Il y aura 3 blocs de travail. Ça nous donne une info déjà sur le cadre un peu, et à l'intérieur, Laurent en a parlé, il y a besoin par poste de toutes les vitesses, les accélérations à atteindre, etc. Tout ça, c'est intégré. Et en fait, nous, on se sert de ça pour aller sur nos modules de travail. Et donc, par exemple, là, je vous ai pris l'exemple de l'Écosse. On peut sélectionner nos matchs. Donc, on a une historique énorme sur les matchs de l'Écosse. Et en fait, vous avez les colonnes, ce que vous avez, les lignes que vous avez par couleur, c'est les zones de terrain, sortie de camp, occupation, action, conclusion, donc du bas vers le haut. Et en fait, on arrive à trier, et donc notre requêteur nous permet donc de prédire, en gros, de savoir qu'est-ce que les Écossais, donc vous avez sur la gauche, équipe étudiée, c'est l'Écosse, et les adversaires, qu'est-ce que les Écossais produisent en moyenne en attaque, et qu'est-ce qu'ils ont eu à défendre. Et nous, en fait, on se sert de ça. On se sert de ça pour construire notre séance du mercredi. Voilà. Donc vous avez le nombre de rucks, nombre de touches, nombre de mêlées, etc. par zone de terrain. Ça nous permet en fait de construire ceci. C'est qu'en fait, on sait que cet entraînement que je vous ai pris pour exemple représente 37,5% d'un match.
On savait que ce qu'avait quantifié la cellule perf, ça représentait ça par rapport à un match contre l'Écosse. Et nous, en fait, on s'est servi de ce que vous avez vu avant pour construire notre entraînement. Tout simplement dire voilà combien de touches on va avoir à faire dans quelle zone de terrain, etc. Il y a 3 blocs, donc vous les voyez sur la gauche 1, 2, 3, je vous les ai séparés. Et donc du coup on a les départs d'action sur chaque thème. Mais ça en fait, ce ne sont que les départs d'action, c'est-à-dire que derrière, Laurent en a parlé, on a un ratio de 1 pour 5 conquêtes par rapport au jeu de transition. Une fois que l'action est partie, elle est partie. Derrière, c'est jeu pendant 2-3 minutes. Il réinjecte des ballons en permanence et en fait, l'action ne s'arrête plus. Donc en fait, on définit nos départs d'action et après, on essaie, en fonction des zones de terrain, du plus possible de reproduire ce qu'on va vivre le week-end pendant le match. Voilà, je ne vais pas plus loin pour ne pas vous noyer d'infos. On en parlera après. Oui, on voit là sur la slide que ce qui a marqué en haut à droite, cet entraînement, il représente 37,5% d'un match. Voilà. Donc, on sait qu'on aura tant de mêlées, on sait qu'on aura tant de touches, ce que j'ai dit tout à l'heure. Également, on joue à 15 contre 15. Donc, c'est-à-dire que, comme a dit Nico, on part d'une touche. Si la touche est perdue ou le ballon est lobé, etc., on ne refait pas. Voilà. Donc, il y a des semaines, on est arrivé au match, le lancement qu'on voulait faire en touche, on ne l'a pas fait de la semaine. Ça, c'est la responsabilité des joueurs. Ils doivent se préparer à l'entraînement, ils savent comment on s'entraîne, ils savent au niveau où ils veulent jouer. Si c'est perdu, c'est perdu. Voilà. Et jeu derrière, jeu de transition. Soit c'est nous qui gardons quand même le ballon. Sur un ballon lobé, on peut garder le ballon et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Soit c'est l'adversaire qui l'a récupéré, on pensait attaquer, on est d'abord défenseur. Ensuite, sur le prédictif, comme il a dit, si c'est des séquences d'1 minute, de 2 minutes, de 3 minutes, ça joue tout le temps. Même si c'est une sortie de cas, le ballon va en touche, on a des entraîneurs au bord du terrain qui remettent des ballons en jeu. C'est comme si on jouait au squash, en fait. On est dans un terrain fermé, comme s'il y avait des vitres, et le ballon, il revient tout le temps, en fait, à l'équipe qui doit le posséder. Si on m'a mis en touche le ballon, c'est le ballon adversaire. Si c'est l'adversaire qui le met, c'est le ballon à nous, etc. Et pendant le temps qui est donné, il y a un timer, et ça ne s'arrête pas. Tout notre jeu de transition, il est construit à partir de ça. Donc, juste pour appuyer, pour finir, voilà. Donc ça, c'est le schéma qui nous avait aidé à travailler la Nouvelle-Zélande en novembre. De toutes les données qu'on avait reçues, on s'était aperçu que les équipes qui battaient la Nouvelle-Zélande, donc l'Irlande notamment et l'Afrique du Sud, ils avaient des circuits offensifs qui ne dépassaient pas 20 secondes. Voilà. 3 rucks, 20 secondes. Toutes les équipes, on voit la moyenne générale, 40 secondes, la 6 rucks, toutes celles-là, ils ont perdu. Parce que les Néo-Zélandais, on le sait, c'est des cousins à nous et ils ont les mêmes qualités que nous. Passer ces 20 secondes et quand tu perds le ballon contre eux, ben là, ça devient très, 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 très dangereux. Donc, on a travaillé autour de ces 20 secondes, qui est un peu notre marque de fabrique. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été perturbé, puisque c'est quand même le plan qu'on a en tête avec nos joueurs. J'y reviendrai tout à l'heure, mais nous, on sait, on a un indicateur à notre niveau, c'est qu'à notre niveau, quand on enchaîne 3 rucks successifs sans gagner la ligne d'avantage, 80% de chances de perdre le ballon derrière. Voilà. Ça, c'est au niveau où on joue. Si on enchaîne 3 rucks, on ne gagne pas la ligne d'avantage, c'est ballon perdu. Pénalité, turnover, compté, etc. Donc, ça allait dans le sens où on a travaillé en Nouvelle-Zélande. On savait qu'il ne fallait pas qu'on dépasse 20 secondes à partir du moment où on ne franchissait pas, on n'avançait pas. Et ensuite, après, on avait des ratios aussi de pénalité en attaque, combien on pouvait en prendre en défense. Et là, il y avait 75% de chances de victoire. Donc voilà, donc pour revenir sur le jeu, je disais, donc nous on travaille autour de ce que j'ai dit, la périodisation tactique. Hein. Donc voilà, on veut vraiment créer dans l'entraînement ce qu'on va retrouver en match. Donc des scénarios, il y a des équipes, on sait que contre elles, ça va se passer dans les 10 dernières minutes, les 5 dernières minutes. Et ce qui nous est arrivé quasiment sur l'ensemble des matchs que l'on a perdus. Sur 25 matchs aujourd'hui que l'on a fait, on a perdu 6. Un en Écosse, bon, avec un carton rouge, on a joué 1h14. Mais les 5 autres, on les a perdus soit dans la dernière action, soit dans l'avant-dernière action. Donc voilà. Donc ça, il faut qu'on arrive aussi à un moment, à l'entraînement, à mettre les joueurs dans un scénario qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est Fabien qui en a la responsabilité. Il nous demande à nous, coach, on lui donne tous un scénario. Et lui, il a choisi un que même nous, on ne sait pas quand il l'annonce. Et les joueurs sur le terrain, à un moment donné, doivent, sur le chrono qui redémarre, etc., réagir par rapport à ce scénario. Donc tout ça, donc c'est tout ce qu'on met dans l'entraînement. Ensuite, après, voilà. Donc revenir, ce qu'on a dit, nous on s'entraîne sur 2 formes, d'accord. Analytique, d'accord. Donc ça c'est tout
tout ce qu'on fait, réunion, marché, etc. Et après sensoriel, c'est-à-dire en pratique. Et là, c'est pleine vitesse. Nous, on travaille toujours pleine vitesse. Il n'y a que les intensités après sur le contact qu'on régule, mais la concentration et la vitesse, ça, c'est ce qu'on recherche en permanence. Et après, il n'y a que le contact, bien sûr, que l'on régule suivant l'enchaînement des matchs, suivant l'adversaire, suivant le planning qu'on a quand on joue un dimanche, on rejoue le samedi, etc. Donc ça, c'est les formes d'entraînement. Bon, voilà, on peut passer, on l'a vu sur les plannings. Donc ça, c'est le planning, les entraînements qu'on a les journées. Donc ça, on l'a déjà développé. Voilà. Donc ensuite, après, sur le jeu, pour nous, on commence toujours par les 4 moments du jeu qu'on a dit. C'est soit un attaquant, soit un défenseur, d'accord. Soit on change de position. On ne démarre pas, nous. Vous voyez, les lancements, tout est en bas. Voilà. Ça, pour nous, notre jeu, c'est ça. Notre jeu à nous, c'est quand on est de statut de défenseur à attaquant. Pour moi, pour l'attaque, c'est ce qui m'intéresse. On travaille bien sûr l'inverse. On travaille autant, comme je l'ai dit, l'attaque et la défense dans notre système et également le jeu au pied. Mais pour nous, c'est les moments du jeu, ils sont là. D'accord ? On a une organisation offensive, comme je l'ai dit. Soit c'est structuré, soit c'est déstructuré. Et pareil pour la défense. Et les moments du jeu, pour nous, sont là. Les outils que l'on a à disposition, comme tout le monde, bien sûr, la capacité des joueurs, la qualité des joueurs aussi. On ne peut pas non plus le nier. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire avec certains joueurs et d'autres, il faut réfléchir différemment. Et la conquête, bien sûr, ça sont les moyens que l'on a, tout ce qui est lié autour, bien sûr, des règles, le jeu au pied, tout ce qui est vraiment spécifique. Vas-y. Voilà. Donc ça, bien sûr. Donc ce que j'ai dit, ce qui est marqué en rouge à côté, c'est surtout quand est-ce que commence un jeu de transition et surtout la grande question, c'est quand est-ce qu'il finit. Voilà. C'est ça les repères qu'il faut donner aux joueurs. Donc pour nous, le jeu de transition, contre-attaque, on a des choses bien sûr préétablies, les turnovers, tous les ballons qu'on peut récupérer. Là, on est dans un jeu, on va dire, libre. C'est-à-dire que là, nous, les joueurs sur le terrain, ils n'ont plus de poste. On sait que notre système de base, c'est le 1-3-3-1, d'accord ? Mais quand on récupère un ballon et que l'adversaire est déstructuré, qu'on a le dessus, là, on s'en fout de savoir que le joueur couloir, c'est le talonneur. Là, il n'y a pas de poste. Là, on ne va pas avoir de mec courir, aller se mettre dans le système et abandonner le jeu. Là, le jeu, c'est l'adversaire qui nous le propose par rapport à comment il est sur ses sorties de camp, sur les ballons qu'il vient de perdre, etc. Dès qu'on revient, toujours pareil sur nos principes, des 3 rucks où on ne gagne pas ligne d'avantage, là, on sait que derrière, on aura soit du jeu au pied, soit là, on va retrouver notre organisation de 1-3-3-1 avec des principes de relance bien précises pour que là, on puisse, à un moment donné, renverser la pression en étant structuré. Donc, ce sont les 2 formes. Donc, bien sûr, on utilise la qualité de nos joueurs quand c'est déstructuré pour mettre de la vitesse et être, on va dire, polyvalent, sans laisser les mecs au poste qui doit être les leurs. Donc là, pour aller simple donc, et vite sur ce que j'ai dit, en vert là-haut sur les objectifs. Nos objectifs en attaque, c'est de jouer haut. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer haut dans le terrain. On a perdu trop de temps les années passées, trop d'énergie à jouer dans notre camp. Au niveau où on joue, c'est très difficile de sortir du terrain à la main. Donc ce qu'on veut, c'est jouer haut. Ensuite, le focus qu'on met aux joueurs, c'est l'énergie. L'énergie, pourquoi ? Parce que l'énergie, on en a besoin quand on est haut dans le terrain déjà, pas d'en perdre. Et parce qu'on a une problématique, nous, au niveau international, c'est qu'on a une règle franco-française en top 14, c'est que les joueurs, ils rentrent, ils sortent. Nous, à notre niveau, ça n'existe pas. Nous, une deuxième ligne, et s'il est sorti, il est sorti. Il ne peut pas revenir. Donc ça veut dire que l'autre, il faut qu'il fasse 80 minutes. En top 14, les mecs, ça sort, ça rentre, ça tue, on ne comprend plus rien. Les mecs, il est sorti 3 fois. Voilà. Nous, ça n'existe pas. Nous, il faut que pendant 80 minutes, les mecs, ils arrivent, ils sont formatés à jouer 80 minutes. On ne sait pas s'il va sortir, sauf les premières lignes, bien sûr. Donc l'énergie, pour nous, est quelque chose d'important qui rejoint aussi la notion de 3 rucks sans gagner un avantage. Il faut qu'on là, on trouve une solution. Parce que sinon, dans le match, il va nous manquer de l'énergie. Et surtout, la recherche d'espace. D'accord ? En attaque, on est obnubilé par les espaces. Que je joue pilier, que je joue 10, etc. Il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est les espaces. Une relance de jeu par les avants, nous, on ne veut pas être pris face à face. En défense, c'est Sean, il veut face à face. Nous, en attaque, on ne veut pas. Nous, il ne faut pas qu'on soit pris face à face.
Donc pour les avants, il faut qu'il split, on appelle ça splitter. C'est toujours entre deux défenseurs. Soit il est capable d'y aller sur un step, soit il est capable d'y aller sur une passe, mais interdiction de se faire prendre face à face. Et pour bien sûr les joueurs qui ont plus de vitesse, plus de trucs, les espaces, ils peuvent être sur le premier rideau, ils peuvent être derrière, ils peuvent être au fond, les espaces à la main ou au pied. D'accord ? Après, on reviendra sur les principes, être compact, position verticale, horizontale. Ça, c'est notre marque de fabrique depuis novembre. On est les seuls à jouer comme ça. Et je vous expliquerai après, je vous montrerai, et en image aussi, peut-être, ce sera plus intéressant. Les objectifs, c'est bien sûr les vitesses chez nous. Vitesse d'action, placement, replacement. Être prêt, bien sûr, avant l'adversaire. Et vitesse d'analyse. On a des joueurs qui sont là pour analyser. Donc, on travaille tout le temps sur la vitesse. Peser surtout sur les deux côtés. Voilà. Souvent, on a trop de mecs à l'intérieur du ruck qui attendent ou qui tournent le dos. Et donc, forcément, la défense voit bien qu'il n'y a pas de menace. Ça permet à toujours un ou deux défenseurs de passer dans le sens. Et si le ruck est un peu lent, on se retrouve dans le sens en sous-nombre. Si on a des mecs qui pèsent à l'intérieur, on garde les mecs. S'ils n'y sont pas, mais on tourne le jeu à tout moment. Voilà, l'efficacité du pied, splitter les espaces, j'ai dit, et les rucks. Voilà, bon, le 1-3-3-1, on peut passer. Donc ça, vous voyez la bande au milieu qui est très importante pour nous. On a le terrain qui est découpé en trois, d'accord ? Le tir central, on appelle ça du jeu en black. Ça aussi, c'est une de nos grandes qualités. Bon, pour l'instant, c'est toujours un point fort. On verra, sûrement que les équipes, on va avoir travaillé là-dedans, mais on a mis beaucoup l'effort là-dessus parce que on s'est aperçu que les équipes passaient beaucoup en 14-1 défensivement, 13-2, 14-1 rapidement. Beaucoup d'équipes sur la largeur qui circulent. Et le fait de les prendre au cœur, là, les surprenait déjà. Il y avait la qualité aussi de nos joueurs, avec les demi-démêlés que l'on a, ou les ailiers qui viennent travailler autour. Là. Souvent, on rentrait dans cette zone en petite passe. Et donc, dans cet entonnoir, là, on surprenait d'abord l'adversaire. Donc, du coup, ça a amené des mecs des extérieurs à les resserrer. Et quand on avait mis beaucoup de joueurs là, nous, ensuite, après, on était capable de ressortir. Et voilà. Donc ça, c'est une alternance que l'on a, nous, où on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent large, et dans des systèmes souvent qui veulent copier, qui voient, etc. Et souvent, on oublie que ce jeu dans l'axe-là permet souvent de surprendre les défenses et de les resserrer pour après les sortir à l'extérieur. Bon, après, les formes de jeu, bon, ça, on passe, voilà. Et surtout, alors là où je voudrais insister, c'est notre position ici, c'est ça. C'est-à-dire que nous, moi, ce que je veux pas en attaque, et pour tous les mecs qui sont à l'extérieur, c'est avoir trop de joueurs horizontaux. À partir du moment où on a 4 joueurs horizontaux ou 5, nous, en tout cas, à notre niveau, c'est impossible d'attaquer. Les défenses, elles nous ferment, elles se mettent en inversé, elles nous prennent avec le ballon. On ne voit pas le mec arriver de l'extérieur sur une longue passe. Tout le monde est tenté pour faire des sautés. Donc, soit le mec, il se fait électrocuter avec le ballon, soit c'est interception, soit le mec se met à l'inversé, et lui, c'est eux qui nous obligent à jouer au pied du coup, mais alors que nous, on ne voulait pas jouer au pied. Donc tous les mecs extérieurs, ils ne savaient pas. Donc là, on a donné le ballon. Voilà. Donc nous, en ayant cette position systématique de 3 joueurs comme ça alignés, 3-2 ou 2-2, là, les mecs, ça les empêche de sortir. Et si le gars, il fait le choix de sortir, là, il nous ouvre la porte à l'extérieur pour soit la main par-dessus, soit au pied en bas, pour aller chercher l'espace dans le dos. Et ça pose un problème pour les défenses. En tout cas, aujourd'hui, personne n'est arrivé à nous contrer là-dessus. Voilà. Donc là, même si on fait circuler le ballon à la première cellule ici, voilà. Là, on a toujours nos joueurs. Deuxième cellule ici. Voilà. Et là, on va se retrouver à l'extérieur, voilà, comme ça. Et là, ce qu'on ne veut surtout pas, nous, c'est avoir 4 joueurs horizontaux, voire 5. Parce que là, il n'y a rien de plus facile pour défendre. Là, le seul mec qui est le rouge et qui est à l'extérieur, là, si on est 4 alignés, il vient se mettre en inversé et il nous oblige à rejouer à l'intérieur. Ou à faire du pied. Et ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut jouer au pied quand nous, on le décide. Voilà. Donc là, si le dernier il rentre, le 10, 15, on a toujours nos meneurs de jeu. Nous, on est toujours orienté avec 10, 15. On a nos joueurs qui pèsent à l'intérieur du ruck, ce que je vous ai dit, qui évitent les deux défenseurs ou celui qui est plus près du ruck intérieur de passer dans le sens, qui rajouterait un défenseur chez eux. Si le mec il passe, il nous ouvre une porte à l'intérieur du ruck. On peut changer le jeu à tout moment, bien sûr, à l'initiative des joueurs. Voilà. Donc si là, l'arrière il rentre, là, il nous donne la possibilité de poser le ballon derrière. C'est nous qui décidons de ce qu'on fait. Il ne rentre pas,
en utilisant le joueur couloir, ce mec-là, voilà, souvent, il n'y a qu'un mec qui sort. On n'a pas vu encore d'équipe fermée à 2 à l'extérieur. C'est impossible. C'est trop dur. Donc là, juste en faisant des petites passes, sans chercher la passe à pleine vitesse, là, on met les adversaires sur les talons. Ils sont toujours avec les épaules tournées à l'intérieur du terrain en plus. Donc pour eux, c'est impossible de repartir. Bon, après, bon, ça, c'est on analyse, notamment les 22-22, tu peux passer. Bon, ça, c'est pour nous, ça, c'est le temps de jeu, ce qu'on a dit. Ça rejoint dans le fait de jouer haut. Comment on analyse notre jeu, c'est ça. À la sortie de chaque entraînement, on veut vraiment retrouver ça. On voit que là, par exemple, on n'est pas dans les objectifs splittés. Donc, l'objectif, c'est 70% du temps, il faut qu'on split. Là, on l'a fait que 64. Voilà. Position 3-3, d'avoir notre 3-3 ou 3-2. L'objectif, ça, on doit l'être tout le temps. Là, on l'a été que 85%. Et option dos, avoir toujours un bridger. S'il n'y a pas de bridger derrière la cellule, c'est facile à défendre. Là, les mecs, ils comprennent bien qu'il n'y a pas de jeu en option possible. Il n'a qu'à s'occuper de défendre sur les 3 qui sont devant, c'est tout. Pareil sur le fait de peser des deux côtés. Peser des deux côtés, ça paraît évident, mais regardez vos équipes et vous allez voir que souvent, il y a des mecs, personne ne vit à l'intérieur. Et même quand on veut jouer dans le sens, notamment, le plus important, c'est le numéro 10. Alors, suivant les annonces, quand on veut jouer avec les avants dans le sens après le 9, on appelle ça +1, comme vous voulez. Mais souvent, vous voyez les 10, il faut la circulation, en fait. Ils annoncent +1, mais eux, ils ne sont pas dans le jeu. Donc, les mecs en face, ils voient très bien qu'on ne va pas faire un 9-10. Si le 10, il vient quand même dans le sens appeler le ballon et que les mecs viennent faire la +1, ça va décaler les défenseurs et ça va faciliter le travail des avants. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on mesure. Tout ce qui nous sert à construire notre jeu. Donc pareil, donc ça, c'est les endroits où on a posé les règles, les formes de jeu qu'on utilise, etc. Donc ça, vous avez compris, bien sûr, on décortique tout et ça correspond à ce qu'on va retrouver en match, combien de rucks on aura là, on sait, bon, tout ça, on le sait. Les formes de jeu, bien sûr. Vas-y, tu peux passer, ça, c'est les circuits. Le jeu au pied, bien sûr. D'accord? Donc pareil, les formes de jeu au pied qu'on a utilisées, dans ces zones-là, 22-22, les jeux au pied de pression, les jeux au pied d'espace, trouver l'herbe. Ça pareil, quand on arrive dans cet endroit de terrain, ce qui nous intéresse, c'est bon, si c'est un jeu au pied de pression, bien sûr, c'est le duel. Mais sinon, si c'est un pied d'occupation, nous, ce qu'on cherche, c'est l'herbe. Il ne faut pas que les mecs ils prennent les ballons de volée. Il faut obliger les mecs à aller ramasser un ballon, se retourner. Voilà. Et tous ces ballons-là, on sait qu'ils vont nous les renvoyer. Donc c'est là que nous, on va exceller derrière. On pose les ballons là pour qu'ils nous les redonnent pour pouvoir contre-attaquer. Voilà, donc ça c'est l'enchaînement des 3 rucks en gain de ligne d'avantage, ce que je vous disais. Donc ça c'est quelque chose pour nous. C'est comme pour les joueurs, eux ils savent, c'est comme au football américain. Vous avez chaque fois les possessions pour faire 10 yards. À partir du moment où vous cassez la défense, ça repart à 0. Si vous ne la cassez pas, au bout du 3e ruck, vous savez qu'on va perdre le ballon. Et là on est en danger. Donc nous, nos meneurs de jeu, ils sont focus là-dessus. Vous voyez, donc c'est en automne 2020, c'était 80%. Ouais. Ça varie, 64, 57. En 21, on a été plutôt bon. Vous voyez que là, on s'était bien sorti. Et à nouveau au tournoi, là, vous voyez, 76%. Dès que les compétitions sont sérieuses, 3 rucks sans gagner un avantage, c'est cuit. Donc ça fait une moyenne de 60% à peu près depuis qu'on a pris l'équipe. Voilà, bon, ça, ce sont des choses qui sont codifiées. Je disais, dans le jeu de transition, taser, c'est quand on récupère un ballon de pression par le 9, notamment, où on sait que là-dessous, il va y avoir une grosse pression. Donc là, on est obligé, bien sûr, de structurer ce qu'on fait. On ne peut pas laisser l'initiative aux joueurs de suivre ce qui va se passer. Là, on sait que ça va être très dur. Les Wilco, c'est des jeux au pied de pression que nous fait l'adversaire en diagonale. Donc là, pareil, on a des principes pour faciliter le travail de nos avants sur les relances de jeu. On ne veut pas leur faire traverser le terrain pour aller faire du jeu au près. Donc on va relancer le jeu d'abord par le 10, etc. Les catapultes, c'est un système de contre-attaque que l'on a au fond du terrain. Donc pareil, c'est différent si on a réussi à reculer 3 joueurs ou 4 joueurs que si on en a que 2 ou 3. Et aussi suivant certaines nations. On sait qu'il y a des équipes, c'est difficile, où on se met à risque si on traverse le terrain quand on contre-attaque. Il y en a, il vaut mieux rester au milieu. Il y en a, il vaut mieux revenir de là où ça a tapé. Donc tout ça sont des principes que l'on travaille avec nos joueurs. Bien sûr, suivant l'adversaire et le match.
Donc là, on peut passer. Ouais, non, passe-les. On va pas... Taser, le principe, c'est de ne pas s'exposer, en fait. Donc ça, c'est... Mais il est juste la première, peut-être. Ça, on peut utiliser ça aussi si vous vous trouvez avec un carton jaune, carton rouge. On se trouve à l'infériorité numérique, par exemple. Des conditions climatiques terribles, notamment du vent. Voilà. Vas-y, c'est juste quand ça va démarrer. Voilà, juste ça. Donc là, on a pris un ballon de pression, très grosse pression. Par le 9, on sait que les mecs, eux, ils arrivent en avançant. Nous, on a tous les mecs, il faut qu'ils se tournent. On sait que là, ça va taper. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on peut l'utiliser aussi si on a un carton jaune, cette règle de taser, ce qu'on fait nous, ou quand on joue face au vent. Vous voyez la bande rouge qu'on a coupée. Nous, on sait qu'à partir du moment où c'est annoncé taser, on jouera que sur 2 tiers terrain. On n'ira jamais dans le tiers extérieur. On y laisse un joueur, parce que nous, si on y a un joueur large, eux, ils sont obligés d'en mettre 2 là, plus un au fond. Déjà, on leur enlève 3 joueurs. Donc même si on a un carton jaune, ça veut dire que dans les 2 tiers qui restent, on est en surnombre. Si par contre, on prend le risque de jouer tout terrain, et là, si on le perd, et qu'en plus, on est à 14, là, il y a danger. Donc cette forme de jeu, elle peut être bonne sur les ballons de pression, sur les infériorités numériques ou les conditions climatiques. Même grosse pluie, etc. On sait qu'on va jouer à une passe et on ne veut pas s'exposer. Donc, on joue que sur 2 tiers terrain. Peut-être passer aux vidéos pour illustrer ce qui va vous intéresser le plus. Ouais. Donc juste regarder donc, dans un premier temps ce que nous on ne veut pas en attaque. Et ensuite finir par ce qu'on recherche. Voilà. Donc là vous allez voir une situation quand on a préparé la Nouvelle-Zélande notamment. Les Australiens, ils ont leur cellule de 3, le mec, le bridger, là ils sont bien placés, compacts. Voilà. Là maintenant, pareil, leur cellule à nouveau, comme nous on joue. Voilà. Et là maintenant, à l'extérieur, ils sont aspirés par l'espace. Et là on voit les Australiens comme ils se retrouvent là. Voilà. Ça, nous on ne veut pas. Voilà. Parce que là, voilà ce qu'il va tenter. Lui, il le voit l'espace là. L'ailier, il est très loin. Et voilà ce qu'il va faire. Ah. Et ça, on le voit tous les week-ends. Hein. Tous les week-ends, il y a un mec de l'extérieur qui appelle, elle est bonne, machin, je ne sais pas de quoi il parle, mais voilà. Là, ils ont 4 joueurs, mec intérieur. Voilà. Donc là, c'est soit tu es électrocuté avec le ballon, parce que tu ne vois pas arriver le mec de l'extérieur, soit interception, soit le mec, tu vas avoir le temps, et il y a un mec qui va regarder et qui va t'appeler, et ils vont t'obliger à jouer au pied. Pareil. Voilà. Là, ils sont 4 horizontaux. Voilà. Là, seulement, ils ont pris 5 interceptions ou 6. Là, c'est avec les avants. Voilà, et là, c'est jeu, ils avaient récupéré un ballon, donc jeu déstructuré, pas de système, ok, comme nous on peut faire. Mais là, vas-y, passe. Voilà. Voilà. À partir du moment où on est comme ça, là, c'est compliqué. Passe à notre jeu. Voilà. Nous, ce qu'on recherche, c'est ça. Donc là, pareil, on a récupéré le ballon. C'était la première action du match. Là, on est sur ce Cameroun, on est 900, on a un bridger. Et là, on va se retrouver sur Joe avec 3 bridgers. Là. Voilà. En se mettant comme ça, imaginons quand même avec Will Jordan, là-bas, il y a un défenseur de plus néo-zélandais, même 2 si vous voulez. Les mecs, pour venir chercher ici, là, si Joe il joue dans le dos à Romain, là, Romain, Melvin, Damien, c'est impossible de l'extérieur qu'il y ait 3 mecs qui sortent, hein, ou 2. Et là, juste nous, en sortant, voilà, Joe, il va faire un rasant, mais en sortant là par Romain, tranquillement, juste les mecs en sortant, on a des passes qui sont poignées, on va dire, pas compliquées. Si le mec là-bas, il veut fermer le 10, il peut toujours allonger à ce moment-là parce qu'il n'y a plus personne. Ou il peut même, s'il ouvre la porte, faire un rasant dans le dos. Ah, vous voyez, là il fait pied, mais si jamais ça sort là, on n'a pas encore vu d'équipe fermée à 2. C'est souvent un kamikaze, un mec qui part tout seul. Donc là, pause, voilà. Là, on était rentré dans notre jeu en black, tiers central, vous voyez. Et vous voyez les blacks où ils y sont tous là. Quasiment tous, parce qu'on les a surpris. On est venu en pick and go, ils n'ont pas pu arrêter. On était parti de nos 40. Et là, pour sortir, pareil. Pour sortir, le but, c'est qu'on soit nos 2 centres là,
et nos 2 meneurs de jeu d'Aldo. Là, Romain, il va appeler Melvin. Voilà, on va voir là, Romain, il va y faire signe. Voilà, il l'appelle Melvin, il est un peu perdu, normalement il doit être axe. Voilà. Et là, pareil, Joe, il garde. Mais là, pareil, s'il sort, mon gars, il va aller chercher, s'il défend bien, il check que Gaël n'a pas le ballon, imaginons, il peut aller chercher Romain, mais personne ne peut aller chercher Melvin. Le mec qui serait extérieur avec mon gars, pour qu'il aille chercher Melvin là-bas, c'est impossible. Ah. Suivante. Donc là, c'est ce qu'on fait pareil après Moll, c'est la même chose. Là, il va essayer de sortir à 2. Le centre, il va pas trop mal défendre. Là, il laisse Gaël. Et il va venir essayer de checker Lélie aussi. Voilà. Mais juste à être compact, ce que je dis à mes joueurs tout le temps, compact, l'arrière, c'est le plus important, là, parce que l'arrière, il ne faut pas qu'il soit sur les 15 là-bas. Parce que sinon, à pleine vitesse, quand le défenseur vient, c'est impossible d'allonger la passe. Mais si on est juste à des distances raisonnables, c'est impossible de défendre. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer les hommes avant de jouer les espaces. Et trop d'équipes cherchent d'abord les espaces. Et le temps de suspension des ballons, les mecs, ils vont vous contrôler, ils vont défendre avec la touche, mais ça sera impossible. En tout cas, pour nous, c'est impossible. Voilà. Ça, c'est l'essai qu'on marque au Pays de Galles, on finira là-dessus. Ça, c'est le plus bel exemple de ce qu'on a travaillé. Donc, quand je dis, c'est la qualité des joueurs, c'est Gaël Ficou, vous voyez, il est là. Gaël Ficou, il est au rec, là. Il va se lever, il s'en va, là. Gaël s'en va. Yoram Moefana s'en va. Vous allez voir ce qu'il va faire, Gaël. Là, on fait notre 1000. Gaël, regardez où il est. Il s'aperçoit qu'il est trop large. Et regardez ce qu'il fait. Hop. Et il vient se remettre là. Et le fait de se mettre là, il empêche Cuthbert de sortir là-bas. Parce que si Gaël était resté à l'extérieur, là-bas, on se retrouve avec trop de joueurs horizontaux. Et là, ils peuvent nous fermer. Alors que là, ce qui va se passer, c'est quand on fait le bloc sur Joe, Cuthbert, il ne peut pas sortir parce qu'il voit Yoram, mais il voit aussi Gaël qui arrive, qui sort là. Plus Melvin qui est là, et Anto Jolonge qui est là-bas. Donc là, Yoram, quand il prend le ballon, tranquillement, il peut jouer en zoom là, avec Gaël, mais il peut, si le mec veut fermer, il peut allonger à Jolonge, c'est fini. Hein. Là, on va le faire juste en passe. Voilà. Voilà. Et là, on les met sur le talon en marche arrière. Donc ça, c'est ce qu'on a beaucoup travaillé dans le fait d'être verticaux et horizontaux. De ne pas avoir tous les joueurs sur une même ligne. Voilà. Et nous, on considère qu'à notre niveau, c'est facile à défendre. Et pendant le début du mandat, on a eu du mal à toucher les extérieurs et avec les joueurs que l'on a de grande qualité parce qu'on était trop justement sur la largeur. Voilà. Merci à tous les deux. Je pense qu'on peut les applaudir. Juste avant de vous donner la parole, et si vous voulez, on a 10 minutes pour poser des questions par rapport aux interventions, enfin la première intervention qu'on a vue. Je pense que vous l'avez bien compris, évidemment, et puis la dernière partie d'intervention de Laurent, c'est évidemment l'entraînement, les projets de jeu, c'est aussi des choix des entraîneurs. Mais malgré tout, ce qui nous a été présenté au début, et puis c'est, comme l'a dit Olivier, c'est ça a été un petit peu une révolution chez nous. C'est-à-dire que les données, toutes les données, et on appelle ça, nous, on n'arrête pas de dire données factuelles, elles sont prises en compte pour, vous l'avez vu, leur méthode d'entraînement. Donc là, qu'on parlait avant des silos, etc., non, c'est les données qui permettent aux entraîneurs de créer la méthode d'entraînement. Qui permet aussi, on l'a vu, de pouvoir réguler à des moments donnés le projet de jeu. On l'a vu avec le pourcentage de split que vous nous avez présenté, ou de l'attaque des deux côtés du terrain. Et on le voit aussi, permet aussi d'avoir quelques éléments, en tout cas, de prise en compte pour la stratégie de match du week-end. Je crois que c'est ce que vous nous avez exposé sur la stratégie quand vous battez les Néo-Z en novembre. Donc voilà, vous vous rendez compte qu'en fait tout ça doit être digéré, sachant qu'ils ont dit qu'ils avaient 42 joueurs, mais ce qu'il y a aussi à prendre en compte, c'est qu'ils ont 30 personnes dans le staff. Et 30 personnes dans le staff, ça fait beaucoup d'informations tout au long de la semaine. Voilà, je vous laisse la parole s'il y a des questions.
Après, juste pour ajouter, quand on analyse, bien sûr que tout ce que Nico il a montré et qui nous donne des chiffres, on clique dessus, on a des images. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir, on sait que l'Écosse, par exemple, quand elle joue avec Finn Russell Andy, c'est pas pareil qu'elle joue avec Hastings. Voilà. Ils vont garder les mêmes principes, mais il y a des choses que Finn il peut déclencher sur du pied court, etc., qu'Hastings il ne fera pas. Donc, le deuxième rideau, par exemple, quand c'est Hastings, il va être très peu utilisé. Quand c'est Finn, il peut poser un ballon à tout moment derrière. Donc, on est obligé de garder plus de choses. Donc, tout ça, bien sûr, on le lit quand même à l'image, aux joueurs, etc. Donc, ça reste quand même... les chiffres, bien sûr, il faut, et c'est quelque chose qui nous fait gagner beaucoup de temps, et qui sont des choses factuelles, et c'est comme ça. L'Écosse, par exemple, toutes les équipes qui battent l'Écosse, elles jouent plus au pied que l'Écosse. Celles qui perdent, c'est parce qu'elles ne jouent pas au pied. Elles pensent que l'Écosse, c'est une équipe, on va jouer. Toutes les équipes qui perdent contre l'Écosse, à la fin du match, elles ont moins joué au pied que l'Écosse. Ça, c'est une donnée, et c'est réel. Voilà. Personne. Moi, sinon, je vais leur en poser une question. Non, Laurent, Nico, vous parliez beaucoup. On s'est rendu compte que finalement, sur une semaine de préparation de match, finalement, il y avait 2 entraînements terrain. Est-ce que vous pouvez revenir, enfin peut-être rapidement, sur vos process de réunion? C'est-à-dire que c'est des réunions que vous de groupes, de grands groupes, ou est-ce que vous avez des réunions de leaders? Est-ce que c'est des réunions très formelles, des choses informelles? Voilà. Juste la stat là, que... Ah. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'était la semaine de l'Argentine. Ça. En haut, vous avez... on a fait... Sur les entraînements, ça représentait 1,2. On est allé au-delà de ce qu'on pouvait trouver en match. Donc la partie à gauche, c'est l'entraînement, et à droite, c'est ce qu'on a eu au match. Vous voyez, à l'entraînement, on a fait 81 rucks, en match, on a eu 85. 10 touches, 9 on a eu en match, 5 mêlées, on n'en a eu que 3. Et pareil dans chaque zone. Combien de temps on y a passé, combien de rucks il y a eu, etc. Donc après, bien sûr, il y a toujours... ça peut bouger, mais en règle générale, c'est vraiment recherché, bien sûr, par rapport à l'adversaire, par rapport aux conditions qu'il va y avoir, par rapport à tout. C'est vraiment à s'entraîner comme on va jouer. Quoi. Voilà. Et là, après, il n'y a pas de surprise parce que, bien sûr, que les joueurs, on leur rajoute la charge émotionnelle, de match comme ça, etc. Si on ne les a pas préparés sur le terrain à faire ça, là, ils sont perdus. Quoi. Pour revenir donc au planning, pour revenir sur le planning, donc les réunions, effectivement, comme on l'a dit, pour nous, les joueurs savent que chaque fois qu'on va discuter avec eux, ça équivaut à un entraînement. Voilà. Donc pour nous, c'est la même chose. Donc ça veut dire que dès le lundi matin, par exemple, il y a une partie où ils ont un circuit, donc à la salle, le gym, vous voyez qu'il y a un vert là-haut, et la bande grise qui est à droite, c'est entretien coach. Donc c'est-à-dire que là, au cours de la séance, on est tous postés. William pour les rucks, pour la mêlée, Karim la touche, les relances de jeu, moi l'attaque, Sean la défense, Fabien, etc. On est tous postés dans la salle de muscu. On a une table comme ça, un ordi, un truc, et les joueurs passent. Voilà. Ils s'arrêtent quand ils veulent, à n'importe quel moment, voilà. Et dans tous les domaines. Voilà. Ceux qu'on n'a pas eu le temps de voir là, bon, on les voit en dehors aussi l'après-midi. Déjà, ça commence comme ça. Donc on est capable de faire des meetings comme ça. Des meetings, bien sûr, on leur demande de venir si jamais on ne les a pas vus et qu'on a des choses importantes à leur dire. Et ensuite, l'après-midi, pareil. L'après-midi, ça recommence après, où là, on a un retour sur le match, la plupart du temps, par domaine et par secteur. Et on a toujours, nous, des réunions, bien sûr, soit très tôt le matin, soit toujours le soir, où là, bien sûr, on planifie qui va parler, quel domaine, qu'est-ce qu'on va montrer, etc. Il ne faut pas non plus que les mecs sortent avec... que ce soit trop long, qu'il y ait trop d'informations nouvelles notamment, etc. Le lendemain, le mardi, donc comme a évoqué Nico, il y a le cadre de jeu. Le cadre de jeu, voilà, c'est des groupes. Donc ça veut dire qu'il y a toujours les ordis à dispo. Les mecs, ils ont aussi des tablettes, etc. Ils viennent chercher des images, tout ça. On leur envoie aussi. Et les gars, ils regardent, bien sûr, chacun.
On sait qu'il y a les capitaines de défense, on sait qu'il y a les mecs d'attaque, on sait qu'il y a les mecs de la touche, etc. Donc eux, ils n'attendent pas qu'on leur dise. Donc, les mecs, déjà, ils ont vu. Voilà. Et ensuite, dans ce cadre de jeu, donc, c'est là qu'on échange, on partage. Donc, qu'est-ce qu'on a vu sur les contre-attaques, quand ils jouent au pied, qui monte, qui se retrouve au fond, quand ils perdent le ballon, qui décroche, qui monte, etc. Voilà. Donc, chacun, on distribue toutes les semaines à des joueurs, on fait des groupes, on leur envoie. Et le mec, il sait que lui, il va s'occuper de ça. Lui, les ballons hauts, lui qui joue au pied, etc. Donc, et tout ça dans ce cadre de jeu, en sous-groupe là, de 45 minutes, on échange, on regarde, etc. Et on définit quelque chose. Et ensuite, on se retrouve collectivement en salle, où là, chacun expose, un joueur ou deux joueurs de chaque groupe expose aux autres la stratégie pour l'attaque, pour la défense, pour les contre-attaques, pour les coups d'envoi, pour les renvois, pour les touches, etc. Voilà. Donc ça, c'est des réunions comme ça. Le mercredi, bien sûr, on affine tout ça parce qu'on a déjà fait un entraînement du mardi en suivant. Donc, on regarde effectivement ce que l'on a fait et ce qu'on veut faire. On reprécise tout ça. Donc, toujours après, bien sûr, les réunions, Fabien, avec les leaders notamment, sur les stratégies. Et le jeudi, ce que je disais, dans la plupart du temps, donc c'est le jour off. Donc, soit on bascule à l'hôtel ici, en ville, à Paris, soit on a le déplacement. Et quand on arrive à l'hôtel, la réunion qui est le soir, ce que je disais, c'est la présentation de l'adversaire et de l'arbitre aussi. Jérôme Garcès présente aussi l'arbitre, son parcours, etc. Tout ça, son dada, ses trucs, etc. Et les joueurs présentent un à un, donc les piliers, ça commence jusqu'à l'arrière, les remplaçants, etc. Contre qui on va jouer, machin, etc. Voilà. Le vendredi, on a plusieurs réunions qui s'enchaînent. On démarre avec les leaders, réunion scénario. Donc là, on se met autour d'une table avec les leaders. Et là, on a un terrain. Et là, on simule des actions. Donc on peut partir du coup d'envoi du départ. On tape, coup d'envoi. Il tape en touche. Quelle première touche on fait? On peut démarrer d'un rug, on peut démarrer d'un ballon, on peut démarrer une sortie de camp, etc. Et on simule des actions, des situations, etc. avec les joueurs. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, on prend un carton jaune sur tel joueur, etc. Ensuite, après, on a une réunion séparée. À 23h, pareil. On redonne un peu les objectifs de la semaine et les thèmes, etc. Et ensuite, après, c'est Fabien qui prend toute l'équipe, où là, il fait une réunion qu'on appelle feuille de match. Là, il reprécise simplement donc, toute la semaine ce qu'on a dit et ce qu'on va travailler, l'objectif pour le match. Et on part en principe, et le team run derrière. Remise des maillots le soir. Et ensuite, après, il y a un briefing plus sur le contexte le jour du match. Voilà. Merci, Laurent. Je crois qu'on a une question. J'ai deux questions. La première, vous définissez des principes de jeu, notamment 3 temps de jeu. Si la ligne d'avantage n'est pas gagnée, on joue au pied. Ma question est la suivante, c'est quelle part vous laissez à la prise d'initiative individuelle aux joueurs? Ma deuxième question, c'est dans les phases de transition, est-ce que vous avez des principes identiques ou pas? Et sinon, quelle part aussi vous laissez à la prise d'initiative individuelle des joueurs? Ouais. D'abord, sur le jeu de transition, oui, ce que j'ai dit au début, c'est que là, on laisse, par rapport aux situations, suivant le jeu de transition, comment il est, sur les turnovers notamment, le principe, il est comme beaucoup, c'est de sortir le ballon de la zone le plus vite possible, en passe, de s'écarter de là. Donc, tant qu'on a la vitesse sur le jeu, sur les libérations, ce que j'ai dit, on ne veut pas se mettre dans un 3-3-1. Ça nous est arrivé au Pays des Galles le premier tournoi. On avait un clip, j'aurais pu le mettre, mais où on a pourtant un joueur qui joue dans un club au Stade Toulousain et qui joue que dans ça. Et alors qu'on était sur un jeu de transition, on avait la possession et l'initiative et la vitesse. Et lui, il s'est dit, un 3-3-1, je suis joueur couloir, le couloir est là, et lui, il a quitté le jeu, il a traversé, il est passé derrière tout le monde pour aller se mettre de l'autre côté. Et quand le ballon est revenu, en fait, il serait resté où il était. On avait un décalage, il y avait quasiment essai, quoi. Donc, tant qu'il y a le jeu de transition, on a la vitesse. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, il n'y a pas de poste. Voilà. Bien sûr que le 9, c'est mieux qu'il soit quand même à sa place et pour les éjecteurs, etc. Mais après, pour les autres joueurs, on ne recherche pas le système. Le système, on le recherche à partir du moment où on commence à perdre la vitesse. Ça, on le sent. Là, on recentre nos joueurs, à part le 6-7 au milieu du terrain.
Et là, donc, à partir de là, ce que j'ai dit, c'est on vient dans qu'est-ce qu'on va faire quand on a perdu la vitesse. On sait que là, on peut repartir. On sait qu'on a 3 rucks pour recasser la ligne d'avantage, pour resplitter ou pour redonner un peu d'énergie. Si ce n'est pas le cas, l'option du jeu au pied, suivant dans la zone de terrain où on se trouve, bien sûr, pour nous, va nous servir soit un jeu au pied de pression pour aller regagner le ballon en l'air ou au sol, soit un jeu d'occupation, comme on a dit, pour préparer le ballon que va nous rendre l'adversaire. Donc, c'est-à-dire, pied, trouver le terrain, ce qu'on a dit, chercher l'herbe. Donc ça, c'est quelque chose pour nous d'important. Si ce n'est pas chercher l'herbe, il faut qu'on fasse reculer l'adversaire quand il prend le ballon. Donc soit on sait que derrière, on va les presser défensivement et récupérer une touche si les mecs décident de sortir le ballon, soit ils vont nous rendre le ballon. Pareil, dans nos principes de ce jeu de dépossession, que vous avez entendu et qui, bien sûr, a été mal relayé, on va dire. Quand on dit dépossession, c'est, ouais, en fait, on abandonne le ballon, quoi. Sauf que nous, le ballon, on veut l'avoir quand nous, on le décide. Et il y a des moments, le ballon, il ne nous intéresse pas de l'avoir. Ce que j'ai dit. Garder le ballon pour garder le ballon et perdre une énergie de fou, surtout qu'on sait que ça ne servira à rien. On préfère poser le ballon long ou dans l'herbe et préparer notre retour. Dans notre organisation, nous, le 10 et le 15, ils restent toujours au fond du terrain. Ils ne montent pas. Donc, ils restent toujours au fond du terrain pour préparer la suite. Donc, les fameuses catapultes que l'on a dit tout à l'heure. Donc, même si on fait du ping-pong, nous, le 10, le 15, ils ne montent pas. Personne ne remet en jeu. Les avants, ils sont dans une bande au milieu, personne ne bouge. Ça, c'est la règle. On a le droit. On n'est pas obligé de remettre en jeu quand on a tapé. Voilà. Donc, nous, le mec, il ne s'épuise pas à courir, etc. Donc, on reste toujours placé. Donc, on sait que le ballon, il peut revenir. On a nos meneurs de jeu, nos joueurs placés pour prendre l'initiative d'essayer de contre-attaquer. Voilà. Ensuite, après, l'autre question, c'est après 3 temps de jeu, on n'a pas gagné une ligne d'avantage. Est-ce que les joueurs ont le droit de prendre l'initiative? Oui. Mais après, on se retrouve. Parce que prendre l'initiative, oui. Mais attention de ne pas mettre l'équipe en danger. Voilà. Donc, les joueurs sont conscients de ça, bien sûr. Parce qu'on a eu des moments, quand vous avez vu les chiffres, on était à la bascule, il y avait 56%. Donc ça veut dire que c'est une fois sur 2, quoi, quasiment. Donc on ne peut pas interdire, surtout avec la qualité de certains joueurs. Et je l'avais sur la vidéo, mais je ne l'ai pas montré, l'essai qu'on marque d'entrée sur le coup d'envoi contre les Irlandais. On se trouve, après avoir fait le placement idéal comme on veut être, voilà, là, ouais, le placement idéal comme on veut, on est compact. On aurait pu sortir dans le dos sur Winnie à l'extérieur, on ne le fait pas. Voilà, là, on est super bien placé. Là, on est compact encore. Winnie se décroche pour pas qu'on soit 4 avant. Parfait. Regardez les bridgers, là. On est à 3 dans le dos, là. Là, pause. Voilà. Là, Melvin, s'il joue dans le dos à Yoram, Damien, on a encore un joueur à l'extérieur. Lui, c'est le dernier là, qui arrive. Hein. Jenson Park, là. Hein. Là, c'est fini déjà. Hein. Là, on est hyper bien placé. Hop, on ne joue pas, on passe par Winnie. Rec rapide. Et là, on va se retrouver comme on ne veut pas. Pause. Voilà. Là, on ne veut pas comme ça. Parce que normalement, dans notre système, Melvin, il aurait dû rester 10. Romain qui arrive, il aurait dû se mettre dans le cul de Melvin. Et un joueur de l'extérieur aurait joué le bloc. Et là, on est sûr que les mecs ne peuvent pas nous fermer. Alors que là, on va passer sur la qualité de Romain Tamac. Mais ça marche une fois sur 10. Regardez ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la qualité des joueurs. Ah oui, mais on le fait, parce que ça, on ne peut pas l'interdire, et ça, on l'a régulièrement. Hein. Mais si, nous, ce qui nous intéresse toujours, et quand on va voir nos joueurs dans les clubs, même quand ils jouent, bon, je ne vais pas dire d'équipe, n'importe qui, nous, il faut qu'ils s'habituent à jouer contre les meilleurs joueurs au monde. Là, il faut qu'ils s'imaginent qu'en face, là, c'est Jenson Park, si c'est Colby, un bon ailier Sudaf qui monte à l'inversé, là, c'est sûr qu'on ne passe pas. Parce que le mec à Romain, il le prend, et on nous coupe l'extérieur. On ne peut pas sortir, là. Sûr. Ah, là, c'est le 9. Il n'a pas l'habitude. Vous voyez le mec en retard, là, ici, là. Ah, là, c'est l'ailier là, qui laisse Romain. Voilà. Mais juste parce que Yoram, il est quand même une position où on n'est pas à 5. Lui, il est quand même dans la deuxième vague. Lui, Yoram, il a bien fait son job. Donc, il pose quand même une question à l'ailier casqué, là, l'Irlandais. Mais si on a une bonne défense,
Là, ils nous coupent l'extérieur, ce qu'il faut là, ils nous empêchent d'aller à l'extérieur. Voilà. Et là, c'est uniquement sur la qualité du joueur qui prend, qui split, il prend l'espace, et derrière, il fait le flow du balance. Mais il y a très peu de joueurs. Il y en a certains qui auraient pris l'espace, mais qui n'auraient jamais fait la passe intérieure. Ils nous reposaient un ruck là. Alors que si on était placé, Melvin, comme il est, Romain vient avec Yoram, c'était sûr que là, pour eux, c'est un gros problème pour défendre. Nous, il faut toujours s'imaginer qu'en face, les mecs, ils vont tout faire très bien. Merci Laurent et Nico. On va clore cette première intervention du 15 de France. Ah. Sur le jeu en black, c'est ça? Avec le bridger? Non, le jeu en black, c'est le tiers central. D'accord. Pick and go, prise d'initiative du 9, un ailier qui vient, qui ramasse, qui nous fait rentrer. Donc ça, on peut le programmer. Ça, on peut le programmer à partir de lancement, parce qu'on sait qu'il y a des équipes qui passent vite dans le sens, etc. Donc à partir d'une touche, du mêlée, on peut amener le ballon au milieu, faire des appels et revenir et passer dedans. Ou on peut aussi le faire, ce qu'on fait 80% du temps, pas programmé. C'est-à-dire que ça, c'est l'initiative d'un joueur, justement autour, avec Antoine, avec les 9 que l'on a, qui forcément créent des grosses différences autour. Et donc dans ce jeu, comme je l'ai dit, et notamment ça a été notre point fort en Australie. Les Australiens, eux, ils travaillent vite, beaucoup et sur les largeurs. On les a pris au cœur systématique. Bon, l'inconvénient en Australie, c'est qu'on n'a pas su en sortir. Parce on jouait avec des profils, Gabin, Joe et Arthur Vincent, c'est les troisième ligne. Donc après, ils oubliaient de sortir, ils continuaient à faire les pick and go. Donc on avançait, on avait des surnoms, mais on n'arrivait pas à en sortir. On avait 3 quarts qui faisaient le rôle des avants, quoi. Mais voilà, ce jeu en black, il est très intéressant parce que on voit que beaucoup d'équipes en attaque font du large, essayer de copier des systèmes, de faire des trucs et oublient tout ce qui peut se passer au milieu du terrain, quoi. Ouais, c'est important de faire le lien en fait avec toute la partie formation. Donc, en fait, comment on utilise justement les travaux du 15 de France pour faire ruisseler ce dont j'expliquais tout à l'heure sur l'ensemble du rugby. Alors, c'est sympa parce que les questions justement, elles étaient orientées un peu sur comment on traduit tout ce qui est dit, etc., dans aussi le champ de la formation. Et donc, c'est important que je vous livre quelques messages par rapport à ça. Et donc, pour moi, ça illustre vraiment le projet bleu. Et je voulais revenir sur 3 points qui illustrent vraiment le projet bleu dans ce que vous avez présenté, qui sont, à mon avis, hyper importants à mettre en avant. La première chose, c'est la responsabilisation des joueurs dans ce que vous avez présenté. Et donc, cette idée d'éviter les silos, on le dit souvent, et sur le staff du 15, vous êtes très sensible à ça. Et d'une manière générale, dans l'accompagnement de la performance ou dans ce qu'on présente dans les équipes de France, c'est vraiment ça l'idée, c'est comment on passe d'un intérêt très particulier de chacune des parties du rugby à quelque chose tout le temps remis dans un contexte très collectif. Et je dis souvent, moi, quand on est sur des moments de formation, c'est à l'inverse de l'entraîneur tout-puissant. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de construire, c'est pas des entraîneurs tout-puissants. C'est au contraire des entraîneurs qui sont capables de mettre en place les conditions, le climat, l'environnement, pour que le joueur puisse construire des choses à l'entraînement. Et donc et dans ce que vous avez vu, ça fait pour moi un lien très très fort avec l'idée de réussir à mettre en place ce climat à l'entraînement. Alors un climat d'apprentissage quand on est sur évidemment la partie formation. Et le deuxième point, qui est hyper important dans ce que vous avez montré pour moi, c'est la haute intensité, le rugby réel versus le rugby un peu que j'appelle moi le rugby Canada Dry, pour ceux qui savent ce que c'est que le Canada Dry, comparé à la bonne bière. Je suis désolé, abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le dis. Mais que vous compreniez bien, ce qui est important, nous, c'est de servir une bonne bière aux joueurs, pas de servir du Canada Dry, c'est-à-dire proposer un rugby qui ait du goût, qui ait du sens. Et ça, c'est très important dans ce que vous avez présenté. Quitte à des fois faire moins de touches, quand on disait souvent, on fait refaire 40 fois la touche parce qu'elle n'a pas bien marché, mais en fait, c'est jamais nickel en match. Et donc, du coup, nous, les entraîneurs, il faut qu'on accepte que ça soit pas nickel non plus à l'entraînement. Et donc, c'est un peu la traduction que j'en fais sur la partie vraiment formation du joueur. Et dernier point qui me semble aussi important, c'est le fait que on parle d'optimisation là. Et il faut aussi le mettre en relativité par rapport à la partie formation,
où il faut accepter à un moment que justement il y a des temps d'apprentissage. Vous avez des joueurs qui sont à optimiser. D'un autre côté, dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui ont des joueurs qui sont en phase de formation. Et donc, je relativise aussi sur ce que vous cherchez. Est-ce que ce que tu as essayé de montrer sur ce fameux débat autour des 3 rucks, après on joue au pied, quand on n'avance pas au bout de 3 temps de jeu, etc. C'est aussi les formes de jeu, tout simplement. C'est de se dire qu'au rugby, un principe fondamental qui reste vrai tout le temps, c'est d'avancer. Et ça, vous l'avez bien montré. Et il me semble que c'est quelque chose qu'on partage aussi au sein de toutes les équipes de France. Et je vous l'ai dit en introduction, c'est pas de se dire le jeu à la française, c'est le jeu à la main, historiquement, voilà, on envoie la balle. Mais non, c'est tout simplement de chercher à avancer, quelle que soit la forme de jeu utilisée. Voilà, c'était simplement ces 3 petits éclairages avant la suite. Merci.